Notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Il faut un nouveau capitalisme qui soit plus respectueux des personnes, qui soit plus soucieux de lutter contre les inégalités. Il sera payé. Oui. Vous allez avoir 25% de majoration. Donc, on heureux si vous permettez que ce soit payé. Je veux dire, les gens ne sont pas non plus des esclaves. Non, écoutez, Eric de Ritmaten. Vous dites ça comme si c'était bien. Tout le monde voulait travailler plus pour gagner plus. Et donc, le seul moyen de solvabiliser nos finances publiques, ce sera la croissance. Et la croissance à court terme, c'est le travailler plus. L'espoir est là. Et l'espoir grandit chaque jour. Dans cette relance qui déjà frémit en France plus qu'ailleurs, et qui va nous permettre dès le printemps d'inventer une Game on, it's time to shine. Our lives are on the line. The runes we strive will never thrive without the will to survive. Aujourd'hui, nous allons reparler des ambiances naturelles et pour ça, on va se focaliser sur la thématique des îles. C'est une thématique que j'aime bien car souvent les îles sont associées à une ambiance un peu paradisiaque où on a tous les bons aspects de la solitude avec une profusion de certaines choses qui permet quand même une survie plus ou moins aisée. Et on va voir que ça varie un peu selon les films et là aussi j'ai toute une série d'œuvres à proposer qui sont intéressantes à découvrir pour les ambiances qu'elles proposent autour de cette thématique de l'île. Donc, on va donc répartir les œuvres en au moins deux catégories. Les œuvres où l'île est perçue comme positive, et où en fait on a tous les bons aspects, ce qui fait un petit peu l'imaginaire de l'île dans la culture populaire. Et on va voir aussi les films où l'île est moins hospitalière et où du coup l'isolement est moins sympathique. Dans la partie des îles accueillantes, il y a évidemment tout ce qui tient de l'univers de Robinson Crusoe et les différentes adaptations qui en ont été faites. On ne va pas aller jusqu'à Robinson Crusoe sur Mars, qui est un petit film dont je parlerai une autre fois. Mais il y a voilà, tout un tas d'adaptations. Une des plus connues évidemment est Seul au monde de Robert Zemeckis. Donc film qui a fait pas mal parlé de lui, hein, qui aujourd'hui est quasiment un incontournable, notamment avec son ballon Wilson qui est devenu presque un mème, c'est devenu un personnage culte en tout cas. Et autour de cette thématique, il y avait un début qui était vraiment dur et qui peu à peu s'adapte en fait à l'univers de la solitude et de la survie sur une île pas très grande. Il y a en effet ce côté plaisant, ce côté vraiment pour le coup plage de rêve et endroit de rêve qui pose beaucoup de contraintes et qui influence son personnage principal. Et le résultat est vraiment un film de survie qui est agréable à suivre, qui a quelques petits moments de douleur, on va dire. En tout cas, il y a certains passages qui demandent beaucoup au personnage principal. Mais il y a globalement un côté positif, une énergie positive qui imprègne toute l'œuvre, qui en fait maintient la volonté de survie, qui maintient aussi l'intérêt du spectateur pour suivre ce personnage qui au final est un postier qui se retrouve piégé sur une île.
Et on a vraiment envie de voir tout ce qui va lui arriver et qui finalement l'amènera au bout de son aventure. Ce qui est dommage avec ce film, c'est qu'il a été mal vendu à son époque. Ils n'ont pas vendu la partie survie, ils ont vendu la partie drame et émotion. Notamment, ils ont vendu l'après-survie dans les bandes annonces à l'époque, ce qui fait que le film n'a pas bien marché à l'époque. Mais aujourd'hui, il a retrouvé son public, on a repris en compte en fait la réalisation de Robert Zemeckis et l'implication de Tom Hanks qui s'est quand même beaucoup impliqué sur le tournage et ça se voit, il y a presque une performance physique au niveau de la pellicule. Et c'était vraiment un film intéressant à voir et bon un classique en fait, c'est un petit peu un classique de base à voir pour ce genre d'atmosphère. Dans un ton beaucoup plus léger, mais là aussi dans le mode Robinson Crusoe, il y a le film Lieutenant Robinson Crusoe, qui est une adaptation de Disney qui reprend en fait l'acteur du ramoneur dans Mary Poppins. Et cet acteur a vraiment un type d'humour qui est très particulier et en fait c'est vraiment un peu le grand guignol, le grand maladroit. Et Lieutenant Robinson Crusoe, c'est un petit peu une ode à cet acteur où il fait énormément de gags dans son style. Et on a un récit d'aventure et une comédie pour la famille. Et pour le coup, l'aspect survie est constamment vu sous une approche humoristique. Donc il fait des erreurs de survie. Il y a les requins, il y a en fait tout un tas d'écueils à la survie, mais qui sont toujours vus sous l'angle humoristique, ce qui fait que le danger est dédramatisé. Donc c'est pas vraiment un film pour les amateurs de survie hardcore, mais c'est un petit manuel de survie rigolo qui enchaîne en fait les gags et qui s'amuse avec certaines situations. Il reprend aussi un peu à son compte l'imaginaire des indigènes des îles, censés être cannibales, mais plus ou moins en fait, c'est des gentils sauvages quoi. C'est amusant en fait de voir leur image qui évolue. En fait, ils jouent sur les clichés au début et peu à peu ils les nuancent avec de l'humour. Donc c'est un petit divertissement familial qui est sympathique, qui en tout cas offre une ambiance voilà, très grand public. Avec vraiment le côté paradisiaque pour le coup, et là c'est vraiment un des fleurons de la solitude sympathique, avec effectivement une île qui regorge de noix de coco, qui regorge de fruits, qui offre beaucoup d'atouts pour survivre et offrir en fait une vie paisible où on a pour limite que son imagination et les moyens qu'on y met. Très américain en fait comme type de raisonnement. Et c'était très plaisant pour ça, c'est une œuvre d'enfance, c'est un film que j'ai découvert quand j'étais très jeune et je recommande, c'est un film qu'on oublie et qui mérite clairement d'être redécouvert. Enfin, Club Dread, c'est une comédie, c'est un film qui a été réalisé par un groupe de comiques dans lequel Bill Paxton a travaillé quelque temps. Et c'est une comédie qui reprend en fait toutes les thématiques du slasher et qui transpose ça dans une île paradisiaque qui accueille un club de vacances où il y a des centaines de touristes qui vont. Et en fait, il commence à y avoir des meurtres. Il y a un tueur masqué qui commence à tuer les moniteurs, seulement les moniteurs du camp. Et donc c'est un film qui reprend un petit peu l'ambiance Scream en mode très 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 parodique. En fait, il y a vraiment ce côté un peu nanar qui reprend les codes du film d'horreur en les poussant constamment vers le côté nul, le côté lourd, en fait, avec des blagues très très grasses, mais qui marchent plutôt pas mal. Il y a vraiment un humour qui fonctionne bien. Ah, quand Bill Paxton balance mais si on dit aux touristes qu'on est sur une île et qu'il y a un tueur sanguinaire qui est là et qu'on peut pas se barrer, on va se retrouver avec une centaine de maniaques et de sanguinaires autour de nous. Et il y a des tas de gags comme ça qui sont bien trouvés, qui sont bien foutus. Et au final, c'est une comédie qui est lourde, qui joue sur beaucoup de clichés et qui est très sympathique et qu'on apprécie vraiment de voir jusqu'au bout. Peut-être plus pour les amateurs de nanar
que pour les amateurs vraiment de comédie recherchée. Hein, c'est pas du OSS, enfin, quoique OSS 117, on ne va pas dire que c'est très fin, mais c'est pas de l'humour sophistiqué, mais c'est une comédie qui est assez plaisante et pour le coup, là aussi, il y a une ambiance île paradisiaque qui est assez plaisante. Et s'il y a le côté slasher, film d'horreur, cheapos qui est là, c'est très nuancé par le côté comédie qui vient justement se moquer un petit peu des codes de ces films. Et c'est très bien fait à ce niveau-là, c'est une bonne comédie que je vous recommande. On va parler aussi des Garçons sauvages. Alors Les Garçons sauvages, c'est un film de Bernard Mandico, qui est sorti en 2019 et c'est clairement un film qu'on n'a pas l'habitude de voir, essentiellement à cause de l'atmosphère de Mandico. Alors Mandico, c'est un réalisateur essentiellement de courts-métrages qui a un style de filmer très particulier. Il ne fait quasiment pas d'effets spéciaux numériques, il ne fait que des effets spéciaux qui tournent avec des effets visuels très rudimentaires. Et c'est une esthétique du kitsch. Tout est très kitsch avec un univers qui est très coloré, très visuel et comme il s'amuse beaucoup à jouer avec les codes de la sexualité, tous ces films sont très très sexuels, il y a beaucoup de métaphores sexuelles. Dans Les Garçons sauvages, ça va plus du côté homosexuel, mais dans ces autres films, ça allait du côté lesbien, ça va du côté du fantasme. C'est toujours beaucoup de fantasmes. Donc c'est particulier. Si on voit le cinéma d'un point de vue moral, c'est un cinéma complètement de la décadence. Voilà, tout est sexuel, tout est sexualisé et tout est tourné vers le fantasme et parfois vers des fantasmes qui vont loin. Hein. Il y a des paraphilies, hein. Il y a du vomi, il y a du pipi, il y a certaines choses qu'on pourrait appeler des déviances sexuelles qui sont fantasmées, qui sont mises en scène de façon fantasmée, donc c'est particulier comme cinéma, mais il y a pas mal d'humour, il y a des images qui sont visuellement très travaillées, c'est vraiment très très beau comme technique de cinéma, très kitsch mais aussi plaisant dans la façon dont c'est mis en scène. Il y a des musiques et des ambiances qui sont très particulière et ça c'est vraiment plaisant. Voilà, Notre-Dame des Hormones par exemple, ça citait Cronenberg beaucoup, il y avait ce côté très créature de chair et de fantasme. Là dans Les Garçons sauvages, c'est donc plusieurs jeunes garçons tous violents et indisciplinés qui sont mis sous la coupe d'un capitaine tyrannique qui est censé les remettre dans le droit chemin et qui va les emmener sur une île qui est pleine de fantasmes, pleine de plantes sexuelles, de tout un tas de choses. Et peu à peu, il y a le masculin et le féminin qui se mélangent. Bon voilà, le film de genre porte bien son nom. Il y a cet aspect en fait fantasme et cet aspect film qui sort de nulle part, qui apporte quelque chose de vraiment inhabituel. Et ça, c'était le point fort du film et c'est ce qui fait que je le recommande à la découverte. C'est clairement un film inhabituel qui, même s'il est parfois malaisant, surtout en fait quand il met en scène la sexualité d'une façon aussi évidente, c'est parfois malaisant, mais globalement l'ambiance est étrangement positive et étrangement vraiment propice au fantasme et à l'imaginaire. Et pour ça, le film mérite clairement d'être découvert. Je vais parler aussi de Hook de Steven Spielberg. C'est clairement un film sur la thématique de retrouver un peu l'esprit d'enfance et pas oublier l'enfant qu'on a été. C'était intéressant de ce point de vue-là. Il y a Robin Williams qui offre une performance inhabituelle, qui part d'un personnage très mature et qui peu à peu, avec l'humour et avec les situations, en retournant au pays imaginaire et avec les enfants perdus, va retrouver un peu son âme d'enfant et donc un petit peu le côté merveilleux et le mystique qui va avec, la motivation en fait d'avoir une vie et de partager quelque chose avec ses enfants, en fait d'avoir une part qui leur attache à ses enfants. Et c'est clairement un film qui
offre un aspect imaginaire un petit peu étrange. En fait, c'est un film qui est un peu à la lisière entre voilà, les films très kitsch comme Legend, Dark Crystal, Labyrinthe. Ces films avec cet imaginaire-là qui est très ancré dans le rêve et le réel qui est beaucoup plus froid, beaucoup plus effrayant, en fait, beaucoup plus triste. Et c'est un film qui est toujours partagé un peu entre les deux, avec son personnage très ancré dans le réel, qui peu à peu retrouve en fait les marques qu'il avait quand il était enfant, puisque c'est évidemment un Peter Pan qui est devenu adulte, qui a oublié qui il était et qui redécouvre qui il était, qui retrouve ses racines. Et on est toujours partagé entre cet équilibre à trouver entre la réalité et au niveau de la paternité. C'était quelque chose qui était intéressant, que le film posait d'une façon naturelle et très touchante, qui était vraiment bien posée. Et c'est vrai que là pour le coup Robin Williams développait une palette de sentiments qui était moins dans ce qu'il avait l'habitude de faire avec ses comédies où il joue un personnage toujours très positif, qui est en fait tellement positif qu'il en devient un peu naïf du point de vue des autres et qu'il est toujours un peu mis à l'écart par rapport à ça. Là il prenait un peu le contre-pied et c'était touchant de ce point de vue-là. Il y avait vraiment quelque chose qui fonctionnait bien. Bon, il y avait aussi Dustin Hoffman en Capitaine Crochet qui offrait une belle performance, plus les parcours des enfants qui essayaient eux aussi de faire un petit peu leur chemin et de trouver leur voie avec Maggie, la fille qui restait du côté du père, et le fils Jack qui partait plutôt du côté du Capitaine Crochet. Jack a des rêves d'être sportif dès le départ et il voulait qu'on l'aide à accomplir ses rêves. Et voilà, il y a les messages sur la paternité avec le Capitaine Crochet qui a lui aussi un aspect de la paternité. Et c'était clairement Hook, qui est un film qui contient beaucoup de choses, qui a en fait une approche très Spielberg qui plaira ou pas, parce que Spielberg a une approche grand public qui a son style et donc qui ne plaît pas à tout le monde. Mais globalement c'était un cru qui était intéressant et qui en tout cas a beaucoup de choses à offrir. Donc un film à découvrir. Je vais parler aussi évidemment de L'île mystérieuse de 1966, adaptation donc de Jules Verne qui a été un petit peu dopé parce qu'en fait le film reprend en gros la trame du livre, mais il l'enrichit avec certains éléments du film d'aventure des années 50-60, à savoir des animaux géants et voilà, quelques petits ressorts scénaristiques, mais c'est surtout en fait les effets spéciaux avec les animaux géants qui respectent les codes des films d'aventure de cette époque-là, où il fallait en offrir plus que le réel quand même pour plaire au public et être généreux. Et donc on suit globalement la trame avec ce groupe de prisonniers qui s'échappent en ballon puis qui s'écrasent sur une île déserte et qui commencent à survivre et à organiser leur survie malgré les animaux géants. Puis peu à peu ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls et il y a le second acte que je ne vais pas dévoiler ici pour offrir quelques surprises. C'est clairement du film d'aventure à l'ancienne, avec cette façon de faire de l'aventure avant, où le film d'aventure avait moins une histoire précise vers laquelle il se dirigeait que tout un tas en fait de péripéties qui s'enchaînaient et qu'on suivait un petit peu. Et ce côté péripéties, ça a des bons et des mauvais côtés. Mauvais côté parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir un film vraiment construit, on a l'impression d'avoir une succession de scènes qui se suivent avec tel problème, puis la façon dont ils le résolvent et ainsi de suite. Mais ça gardait un certain suspense parce qu'on ne sait pas qui va mourir ou qui va survivre à telle ou telle scène. Puis impossible de savoir ce qui va se passer dans les 10 prochaines minutes. Et ça offrait en fait des péripéties inhabituelles, en fait, une certaine générosité qu'on ne trouve plus dans les films d'aventure aujourd'hui, qui sont plutôt réalistes aujourd'hui, mine de rien. Et ça avait son charme, ça avait le charme d'une époque. Et cette version donc de l'île mystérieuse est sympathique pour son côté vraiment à l'ancienne. Des effets spéciaux qui sont pas trop mauvais. C'était du stop motion qui était pas mal fait à l'époque.
Et le résultat est tout à fait honorable et clairement, pour les amateurs de films d'aventure à l'ancienne, c'était tout à fait plaisant. Voilà, en couplage avec l'île mystérieuse, je vais parler aussi du monde de Narnia, chapitre 3. Je ne vais pas parler de toute la saga Narnia parce que voilà, c'est une saga Disney qui a été plus ou moins appréciée, qui a l'avantage d'avoir pas mal de budget, donc d'avoir les moyens de développer son esthétique, mais qui a en fait une approche un petit peu Seigneur des Anneaux, surtout avec le chapitre 2 qui... voilà, on va dire ce débat quoi, est en débat. Moi personnellement, j'aime pas trop les 2 premiers chapitres. Ils ont leur esthétique et ils proposent des choses intéressantes, mais c'est pas des œuvres pour enfants que j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai beaucoup aimé le 3e, justement parce qu'il a une approche qui est très film d'aventure des années 50-60. Là aussi, c'est beaucoup de péripéties qui s'enchaînent et qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. À partir du moment où il passe dans le miroir, en fait, où il passe dans le tableau de bateau, et où ils arrivent dans le monde du rêve et où ils montent sur le bateau et où on a la vie du bateau avant d'avoir les différentes escales sur les îles qu'ils vont proposer. Ambiance d'îles qui vont être très différentes les unes des autres, ça c'est très plaisant. Y a un côté imprévisible qui est vraiment riche en fait, qui apporte beaucoup de choses dans ce film d'aventure. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce chapitre de Narnia qui... Très grande chance d'être le dernier malheureusement parce que voilà, celui au pays des géants aurait sûrement été un film excellent à adapter, mais il ne reverra sûrement pas le jour. Il y a une ambiance qui est très particulière, très île grecque, des îles désertiques également. Voilà, il y a beaucoup d'ambiances différentes et à chaque fois des péripéties qui apportent un petit peu au personnage et qui permettent d'en voir plus. Après voilà, film pour enfants, des personnages très manichéen, plus ou moins développé en fait, et avec des réactions émotionnelles qui sont très clichés à chaque situation. Dès qu'il y a de l'or, il y en a tout de suite. Ah mais il faut s'en emparer, c'est très bien et tout. Bon, cliché d'une certaine façon, mais sans trahir en fait l'esprit d'aventure qu'il y a dans ces films-là et dans ce genre d'ambiance. Et clairement, ça mérite d'être redécouvert et d'être réapprécié à sa juste valeur. En tout cas, c'est pas le budget qui a trahi le film, les effets spéciaux sont à la hauteur. Il y a même un monstre géant qui nous offre à la fin pour quand même être un peu généreux, être un peu plus généreux en créature. Donc, il y a des petites choses qui sont appréciables tout de même et le film mérite clairement d'être découvert. Dans le genre film d'aventure kitsch très particulier, je vais parler aussi de l'aventure fantastique de Karel Zeman. Bon, Karel Zeman est un mec qui fait du cinéma qui est très particulier, tchécoslovaque. Il fait des films où beaucoup des décors sont en fait des décors en carton qui sont imprimés en mode gravure des années 20-30. Et donc en fait on a des films en noir et blanc très souvent qui sont des gravures où on a des personnages filmés en noir et blanc qui évoluent dans des décors en gravure et on a tout. C'est les films les plus Jules Verne qui puissent exister. Il y a cette esthétique voilà, à la Gustave Doré des gravures à l'ancienne avec tout ce côté steampunk, tout ce côté sous-marin, calamar géant en dessin animé, gravure, mais avec un style très très particulier. C'est vraiment joli, il y a une esthétique très particulière. Et ça pendant tout le film, avec les thématiques justement sur le progrès de Jules Verne qui est là développé parce que ça touche le concept des armes en plus voilà parce que dans le Capitaine Nemo avec 20 milieux sous les mers c'était le sous-marin en tant que technologie de guerre puisqu'il utilisait l'énergie atomique ce sous-marin. Il y avait le côté guerrier qui venait en fait corrompre la science. Et là, ce film a bien compris que c'est ça un peu l'essence de Jules Verne et il la pousse encore plus loin. Et il pousse la thématique encore plus loin. Et donc ce film a une esthétique qui est très particulière. Là pour le coup, si vous n'aimez pas les films kitsch où on voit que c'est du décor mais qu'il y a une esthétique qui est très poussée, bon c'est pas la peine d'essayer. Mais il y a vraiment une ambiance particulière, une envie de synthétiser Jules Verne qui est vraiment unique
Et bah, clairement, Karel Zeman, avec l'aventure fantastique, a réussi une prouesse. C'est clairement un film qui passe à la postérité, c'est dans l'histoire du cinéma, il faut le voir. C'est un film clairement à voir. Si on veut voir un Jules Verne adapté au cinéma, c'est probablement un des meilleurs avec la 20 milieux sous les mers. Donc clairement une grosse recommandation, avec évidemment le Baron de Munchausen, mais le Baron de Munchausen, j'en reparlerai dans ma vidéo sur les rêves. Nous allons aussi parler de la saga des Sinbad. C'est une saga qui a eu lieu dans les années 60-70, qui a bénéficié à chaque fois des effets spéciaux de Ray Harryhausen, et c'est en fait une des sagas d'effets spéciaux, une des sagas de films d'aventure à effets spéciaux qui a vraiment fait la réputation de Ray Harryhausen comme chef des effets spéciaux en stop motion. C'est une saga de 3 films. Donc voilà, il y a le 7e voyage de Sinbad, le fantastique voyage de Sinbad, Sinbad et l'œil du tigre. Et bon, il y a beaucoup d'autres films d'aventure qui se sont inspirés en fait de la saga Sinbad pour proposer là aussi de l'aventure à base d'effets spéciaux, de voyages lointains. Mais la saga Sinbad le marin a beaucoup en fait de points positifs pour elle, à savoir déjà que Sinbad est un musulman. Donc en fait on quitte tout l'imaginaire chrétien dont on a l'habitude pour partir plus vers un imaginaire justement islam. Et en fait ça joue beaucoup sur le côté dépaysement, sur le côté exotique, et ça marche très bien. Là pour le coup, bah voilà, l'islam a une jolie fenêtre qui est très positive justement sur l'islam. Bon après à vérifier historiquement, parce que le traitement des femmes est assez allégé dans ces films-là, mais il y a toute une esthétique en fait du monde arabe, toute une esthétique en fait de l'univers de Sinbad, qui est un univers en fait de richesse. C'est l'univers des 1001 nuits, hein, très clairement. Et on a les concepts de lampes avec des génies. On a des voyages qui s'inspirent aussi un petit peu de l'Odyssée de Ulysse. À chaque fois, c'est à base de voyages en mer, d'escales, généralement sur des îles qui abritent des monstres ou des créatures mythiques pour récupérer des objets magiques et accomplir une prophétie ou une destinée. Des éléments classiques du film d'aventure, mais qui à chaque fois offrent beaucoup en fait de détails, qui offrent vraiment du dépaysement et du voyage. Et ce sont clairement des films du voyage. Alors pour ma part, mon préféré c'est le fantastique voyage de Sinbad. C'est celui qui part d'Arabie puis qui peu à peu va du côté un peu de l'Inde et va chercher justement une nouvelle richesse dans cet imaginaire indien un petit peu folklorique. Il y a une très bonne adaptation voilà, des aventures de Sinbad. Et c'est clairement une saga que j'invite à redécouvrir. Il y a beaucoup de choses là aussi à voir. Après, le premier Sinbad, donc le 7e voyage de Sinbad, a un côté plus classique, voilà, plus Odyssée. Le fantastique voyage de Sinbad offre, je pense, davantage d'aventures. Il y a plus de monstres, plus de choses, plus d'effets spéciaux de ce qui avait été apprécié dans le premier film. Et le troisième revient un peu plus aux sources, mais bon, je le trouve un peu moins, il est un peu plus avare en effets spéciaux, probablement la faute à un budget qui a été un peu plus allégé. Mais il offre là aussi encore un peu d'aventure et on offre, voilà. Et on peut tout à fait apprécier encore une fois le voyage qui nous est proposé. Donc une saga à redécouvrir en termes d'aventure pour les amateurs d'aventure à l'ancienne, qui clairement a de quoi réjouir. Bon. Dans la série aussi des îles qui font rêver, on peut parler dans l'animation de la saga Dragon. Alors bon, c'est une saga de 3 films de DreamWorks, c'est devenu maintenant le fleuron un peu de DreamWorks, parce que voilà, depuis Shrek, ils n'avaient pas vraiment sorti d'énormes gros succès, et là, bon, c'est le truc qui a tout raflé. Dragon a beaucoup de points positifs, à savoir de l'épique et des personnages qui en prennent un peu plein la gueule à certains moments.
Le héros n'est pas indemne. À chaque aventure, il est un petit peu touché. Il y a une part de lui-même qui s'en va physiquement dans le premier film et au moins affectivement dans le deuxième. Et puis dans le troisième aussi un peu, mais ça touche davantage les dragons et c'est autre chose. Le troisième est moins bon que les autres, mais il a une esthétique qui est incroyable, qui est tout à fait plaisante. Et la saga Dragon, voilà, a cet avantage de se passer sur des îles et d'avoir ce concept un petit peu insulaire et d'avoir le climat en fait des îles du Nord, viking, qui est plaisant en ambiance d'île. En mode viking, c'était assez sympathique. En termes d'ambiance, le film développait, même s'il développe beaucoup l'intimité de la relation entre le dragon et donc son maître, il développait en fait tout l'univers qu'il y avait autour et tout cet univers des îles nordiques avec les dragons avait un côté novateur, un petit imaginaire qui offre clairement quelque chose de nouveau et qui n'a pas été trahi au fur et à mesure des épisodes. Donc c'est clairement une saga à découvrir jusqu'à la fin, avec petit bémol sur le troisième film qui a du mal à se renouveler, donc il nous offre un nouveau méchant qui a des techniques intéressantes et puis surtout des nouveaux dragons qui sont complètement cheatés. Mais à part ça, et l'esthétique qui évidemment est poussée encore plus loin, il y a une très très belle esthétique et il y a un monde souterrain qu'on nous offre avec de nouveaux dragons aussi. Un peu plus d'exotisme, mais en dehors de ça, il y a moins d'émotions, ce qui est un petit peu dommage. Même s'ils essayent en fait d'en apporter avec un personnage précis, que je ne dévoilerai pas. Mais le troisième était un petit peu moins développé, apportait moins, sans pour autant trahir son héritage et on était quand même satisfait du voyage. C'était un Dragon 3 qui reste honorable. Donc voilà, la saga Dragon, petite saga des îles pour enfants, qui était intéressante à voir et qui mérite clairement d'être redécouverte. J'en profite pour enchaîner, vu qu'on est en animation, sur Moana. Petit film donc d'animation qui se base sur le folklore maori, légende maori, puis cette esthétique des tatouages, et puis un petit peu des physionomies avec des femmes qui sont très petites et d'énormes mecs tout carrés qui ont des physiques de surfeurs avec des tatouages énormes qui racontent leur vie sur le corps. Eh bien, c'était un film qui était pas mal, en tout cas qui avait une esthétique qui était très très belle et un petit climat des îles. Alors là, pour le coup, il n'y a pas plus paradisiaque que ça, hein. Là, les îles, tout est magnifique. Il y a des petits gimmicks sur les crabes des îles. Et voilà, il y a les mascottes. Il y a tout ce qui fait en fait les bons films d'animation Disney. Tout est là. Au niveau de l'histoire, c'était, on va dire, un peu classique, à savoir l'avidité des hommes qui entraîne une catastrophe qu'il faut réparer par la suite. Et c'est une petite morale écologiste, en tout cas basée sur l'équilibre, la notion d'équilibre, mais avec des personnages qui étaient attachants et qui au final donnaient un film qui était là aussi plaisant à suivre. Adapté pour les enfants sans être déplaisant pour les adultes, donc un film correct à découvrir qui mérite d'être vu si on cherche une petite ambiance d'île sans problème, on va dire. Si on veut un film posé sur ambiance des îles, c'est tout à fait plaisant. Enfin, le dernier film d'animation dont je parlerai, c'est La Tortue Rouge. Développé donc collaboration franco-japonaise. Alors La Tortue Rouge, film intéressant et particulier. Il est un peu entre deux, c'est pour ça que c'est un bon film de transition aussi, entre la partie idyllique de l'île et la partie rude. C'est un film où la survie est là, et qui est partagé en fait entre la survie durant les journées qui est plutôt dure et le rêve et finalement la vie fantasmée que le personnage vit
pour oublier sa solitude sur cette île. C'est un naufragé qui est amené à se débrouiller seul sur une île qui est assez petite. Et peu à peu, on suit sa vie et la façon dont il s'organise. L'avantage de ce film, c'est qu'il a joué la carte de l'ambiance et du dépouillement. C'est un film qui est dépouillé dans tous ses aspects. Les graphismes sont très simples. En fait, c'est des graphismes de texture et finalement, c'est de l'animation avec assez peu de détails et assez peu de traits. Les détails sont créés par la texture, mais pas par le dessin. Donc, c'est des films pas très loin du Chant de la mer ou de Brandan, Le secret de Kells. C'est des films qui sont très sobres, vraiment très très sobres dans l'approche esthétique. Ce qui leur donne ce qui donne voilà, une ambiance particulière. Il n'y a quasiment aucun dialogue. Il y a surtout du bruit et de l'ambiance. Et là aussi, c'est un parti pris qui change tout. C'est comme pour Minuscule. C'est tellement rare d'avoir un film muet qui nous laisse profiter du son et de l'ambiance que ça en est plaisant immédiatement. C'est généralement des films qui sont très réussis car ils font le parti pris d'être muets et donc on comprend ce qu'ils montrent parce que comme ils sont muets, ils montrent les actions clairement et ils viennent pas nous polluer avec des dialogues inutiles ou qui sont censés illustrer ça ou ça. On le ressent parce que nous-mêmes on se projette à la place, on parlerait pas et comme il y a du silence, il y a presque le silence de la mise en scène laisse de l'espace au spectateur pour se projeter dedans et ça offre énormément et c'est ça qui fait que La Tortue Rouge est un film d'animation dont on se souviendra. Clairement, il a été remarqué et les cinéphiles ont clairement vu la petite pépite qu'il proposait. Donc, clairement à redécouvrir si on veut un film d'aventure posé. Maintenant, nous allons passer au film qui offre des visions d'île moins hospitalières, pas inintéressantes, on ne va pas partir que dans l'horreur, mais qui offrent plus de difficultés pour la survie et qui donc sont moins sereines que les films dont nous avons parlé auparavant. Je vais commencer sobrement par un film d'aventure des années 70 qui est assez peu connu, Le Phare du bout du monde. C'est un film produit par Kirk Douglas et dont le personnage principal est Kirk Douglas. Adaptation d'un Jules Verne qui est peu connu, sur une équipe de 3 personnes qui sont laissées sur un nouveau phare, sur un phare tout neuf sur une île. Et on va suivre un petit peu, d'abord on suit leur quotidien, la façon dont ils s'organisent, et peu à peu il y a un événement qui arrive, événement inattendu, qui entraîne la mort de 2 d'entre eux et qui met une énorme pression de survie et de contrainte aux derniers survivants. Et donc, j'ai pas envie de spoiler la menace, mais c'est un excellent film de survie qui est inhabituellement dur pour son époque. Il est pas... En fait, il y a des moments qui sont très violents. Et on flirte avec le gore à certains moments, mais comme c'est un film qui a envie d'avoir quand même une approche un peu grand public, il cache un peu le gore, mais on le voit quand même. Il y a une décapitation à un moment, on voit pas la décapitation, mais il y a un corps, il y a du sang, quoi. C'est pas propre. C'est pas propre. Il y a aussi à un moment un type qui se fait torturer et on voit des passages de la torture. C'est pas trop repoussant, mais quand même, on voit ce qui se passe et c'est quand même dur. C'est plus que de la simulation. Donc, sans vous faire trop peur là-dessus, c'est un film qui est très dur en fait dans la survie, où il y a pas mal de morts en fait et qui ose certaines choses qui sont inhabituelles pour son époque. Quand il n'y a pas de morale dans ce cinéma, il n'y a vraiment pas de morale, c'est vraiment de la survie brute, où les personnages sont livrés à eux-mêmes et où leurs décisions vont influencer leur survie. Donc film assez rude et bien mené, avec un Kirk Douglas qui est très sérieux. En fait, Kirk Douglas nous avait peut-être déjà
annonçait la couleur avec des films comme Spartacus, qui avaient des fins qui étaient vraiment costauds, durs émotionnellement. Et ce film est un excellent film d'aventure en mode survie, que je vous recommande vraiment si vous êtes en manque de films classiques dans ce registre. Il ne parle pas beaucoup là aussi, c'est un film qui joue l'ambiance. Il y a quelques petits détails de mise en scène sur lesquels on peut chipoter. Il y a beaucoup trop de nuits américaines où on voit qu'ils ont tourné de jour pour après assombrir l'image. C'est vraiment dommage ça. Mais clairement sur ce film, ils ont fait un certain boulot. C'est inhabituel de voir un film qui parle de ce sujet et qui le traite aussi frontalement. Donc à découvrir, clairement, jetez-vous dessus, c'est un très bon film d'aventure. En restant sur les classiques un petit peu de cette époque, je vais parler aussi de The Wicker Man, classique donc de la Hammer des années 70, film qui est devenu culte aujourd'hui, qui a été remaké avec Nicolas Cage, mais ça on n'en parlera pas. On va dire presque remaké par Midsommar, film d'horreur donc de 2019 qui a pas mal été apprécié. C'est ce côté île isolée où un policier va enquêter donc sur une disparition et peu à peu il se rend compte qu'il y a comme une espèce de secte, en tout cas les habitants, il y a des tas d'habitants qui sans arrêt le surveillent et qui portent des masques d'animaux qu'on ne comprend pas pendant tout le film à quoi ça sert, jusqu'à la fin et le développement final qui nous offre l'explication de pourquoi toute cette ambiance anxiogène et paranoïaque. Donc c'est un petit film qui la joue ambiance. Personnellement, je ne suis pas très fan de The Wicker Man. J'ai nettement préféré Midsommar qui a une approche beaucoup plus sociale, en fait, qui officialise l'approche culturelle de ce qu'il propose. Mais c'était clairement une proposition inhabituelle de la part de la Hammer. Il y avait en fait une esthétique inhabituelle et ce climat très particulier offre un petit goût de jamais vu, un espèce d'ovni qui pourra intéresser les amateurs de films classiques d'épouvante ou de thrillers à l'ancienne avec un petit côté mystique qui apporte une dimension supplémentaire. Dans les films d'aventure classiques, je vais parler aussi de Sa Majesté des Mouches. Un film donc d'aventure des années 50, en noir et blanc, tourné avec peu de budget, qui fait le postulat dans les années, au cours des années 40, d'avoir un avion qui contenait un orphelinat, ou en tout cas qui contenait des enfants qui s'écrasent sur une île. Et en fait, tous les adultes de l'équipage meurent, quelques enfants meurent aussi, mais la plupart des enfants survivent et ils se retrouvent livrés à eux-mêmes sur l'île. Et donc du coup, on reprend un peu une logique scout et il y a très vite des camps qui se forment et on se rend compte que ces camps vont peu à peu se mettre à se faire la guerre et il y a tout un parallèle qui est fait entre les enfants, l'organisation sociale des enfants et la Seconde Guerre mondiale. Et c'est très bien fait, ça va loin puisqu'il y a des enfants qui meurent dans ce film, des enfants qui sont tués par d'autres enfants. Et c'était vraiment très très bien mené de ce point de vue-là. Il y avait un côté très pessimiste qui était assumé par le film, un propos qui était assez dur, qui se développait au fur et à mesure, qui allait toujours plus loin. Il y a une progression qui est très claire, limpide et qui est mathématique. C'est une démonstration à la Sam Peckinpah qui est faite avec Sa Majesté des Mouches. Et pour un film, un film classique, c'est un classique qui en a dans le pantalon, qui a un message à donner et qui le fait avec brio. Et pour le coup, c'est pas parce qu'il ne montre pas vraiment la violence qu'il ne l'est pas psychologiquement. Il y a des choses qui sont dures dans ce film. Et clairement, ça fait partie des classiques qu'il faut redécouvrir. C'est clairement du bon film d'aventure à l'ancienne, avec un propos social qui est fort
et qui mérite clairement d'être redécouvert aujourd'hui. Un mini aparté sur Sa Majesté des Mouches. Il y a un remake qui a été fait également dans les années 90. Ce remake appartient à la classe des bons remakes inutiles, à savoir qu'il a transposé le contexte de la Seconde Guerre mondiale dans celui de la guerre du Vietnam. Alors, d'un côté c'est intéressant, puis l'ajout en fait de la couleur par rapport au noir et blanc du film original apporte une esthétique nouvelle. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment un des films qui ont servi de base au film Les Garçons Sauvages. Clairement, en fait, Les Garçons Sauvages, c'est un espèce de mix homosexuel des différentes versions de Sa Majesté des Mouches. Mais ce remake de Sa Majesté des Mouches, voilà, en transposant dans le Vietnam, il a réactualisé, c'est intéressant, mais ça réduit la portée du message qui était Seconde Guerre mondiale, qui allait au-delà en fait des frontières, alors qu'ici c'est vraiment très précis, c'est très typé Vietnam. Et il y a même une allusion à Rambo dedans. Et quand on voit que c'est un film des années 90, c'est un peu dommage, quoi. Au moment où sort ce film, ça fait 10-15 ans que Rambo est là, et donc du coup le film a un petit peu raté son moment pour faire passer son message, ce qui est un peu dommage en fait avec lui. Donc c'est un film voilà, qui sert un petit peu à rien, mais qui a réactualisé un petit peu l'esthétique, qui a remis un petit peu de tension dans l'histoire. Il prend un peu les mêmes codes, à savoir voilà, le scoutisme qui peu à peu, avec un camp qui laisse tomber tous les problèmes, donc les faibles ou toutes les personnes nécessiteuses, et qui commence à faire de la chasse, à jouer, à martyriser les autres, puis à voler, à se comporter comme des pillards. Il y a toujours ça, mais ça va chercher dans une esthétique qui est plus proche des clichés qu'on a sur le Vietnam, voilà, parce qu'au final ils font brûler la jungle, ils se mettent à chasser les autres, il y a des scènes de ralenti avec des chasses à l'homme, des enfants avec des couteaux et des lances, bon voilà, on voit très bien l'imagerie qui est en train d'être développée, et c'est intéressant, c'est vraiment un film, c'est pas un mauvais film, hein. Encore une fois c'est un film que je recommande, hein. C'est un bon film, mais c'est pas la même chose que l'original. C'est en fait une copie un peu de l'original, avec plus de détails, un peu plus de rythme, mais un peu moins de surprises également. Même si le film ajoute un petit peu de gore, ce qui quand même avec les morts d'enfants c'est un petit peu plus costaud, c'est pas beaucoup plus que l'ancien, pas au point en fait de vraiment le relever. Donc c'est un petit film des années 90 qui est sympathique, c'est bien fait, mais pas vraiment à la hauteur d'un remake, d'un chef-d'œuvre. Je vais parler de La Ligne Rouge, film de guerre de Terrence Malick, qui est sorti dans les années 90 et qui a commencé vraiment à poser Terrence Malick comme un réalisateur qui a vraiment une patte très personnelle. Il avait déjà fait des films auparavant, mais La Ligne Rouge a vraiment été un des gros succès publics et critiques qui ont commencé vraiment à honorer sa réputation de grand réalisateur. Et clairement, ce qui fait la patte de ce film, c'est l'ambiance des îles. Le personnage le plus attachant, c'est celui qui est joué par Jim Caviezel, qui est un soldat qui est très très proche des populations indigènes qui vivent sur les îles qui vont peu à peu être annexées par les militaires, aussi bien japonais qu'américains, pour les raisons de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est la guerre dans le Pacifique. Et c'est constamment un film qui est à cheval entre la violence des combats et la beauté de la nature, et en fait l'harmonie qui y règne. Et à l'image en fait du soldat qui est partagé un peu entre ces deux mondes, on a toujours avant un combat, il est là, il prend des feuilles dans ses mains, on voit que la plante bouge dans ses mains, il y a des choix de mise en scène qui constamment mettent en opposition
la nature et l'homme, en fait, et les activités humaines, et en fait, ça crée une ambiance, ça crée en fait une mélancolie constante qui imprègne tout le film et qui lui donne vraiment son ambiance particulière. C'est vraiment une ambiance en demi-teinte avec vraiment des îles magnifiques et en même temps des choses affreuses qui s'y passent. Et donc très beau film sur la guerre, très beau film sur les îles, et comme c'est un très gros morceau avec beaucoup de personnages différents qui donnent à chaque fois leurs émotions via des voix intérieures, c'est un très beau film que je vous invite à voir, là aussi qui peut être ouvert au grand public mais qui commence à être un petit peu épicé, et où les îles sont entre deux. Voilà, l'île en elle-même est accueillante, mais pas en cette période. Petit ajout de dernière minute, j'aimerais aussi mentionner le film Hawaii de George Roy Hill, tourné en 1966. Il s'agit d'un film historique qui se passe au 19e siècle, au début du 19e siècle, où un pasteur protestant est missionné pour aller dans les îles avec un docteur afin d'évangéliser la population locale. Alors, avant de partir en excursion, ils se marient et tous les deux partent avec leurs femmes pour aller s'installer dans les îles et commencer leur mission. Et c'est un film qui est constamment dans cette ambiance paradisiaque avec les plages, le beau temps et toutes les populations des îles avec leurs coutumes. Et justement aussi sur l'incompréhension culturelle qu'il y a entre les deux peuples. Enfin, il y a clairement, en fait, les protestants sont là pour coloniser la population. Ils sont là, ils respectent pas les cultures en place, et très vite il y a des problèmes d'incompréhension et de manque de respect qui se font entre les deux camps. Mais aussi, on remarque que Hawaï et les archipels en général sont aussi régulièrement la cible d'équipages de bateaux qui font régulièrement des petits raids sur les populations locales pour faire de la contrebande, tout simplement pour violer les femmes qui sont là. Et du coup, les protestants s'érigent en barrière contre ça et essayent de stopper la situation. Donc c'est un film qui dépeint une situation compliquée, qui n'est pas manichéen et qui surtout a un regard qui est assez objectif sur la situation. Si, évidemment, certaines personnes vont beaucoup plus juger le protestant qui est au cœur de l'histoire et qui évangélise les populations, même si lui va être jugé en tant qu'occidental colonialiste, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'ils ont tous des mauvais et des bons côtés. Et personne n'est épargné. Il y aura régulièrement des moments où il y aura des situations difficiles et compliquées pour chacun d'entre eux. Y compris aussi voilà, pour les locaux et le prince qui accompagne les missionnaires, qui est un petit peu à l'entre-deux, qui connaît un peu la culture occidentale et qui est très ancré aussi dans celle de son peuple d'origine. Donc c'est un film qui a plein de bonnes idées, qui plante beaucoup de choses. Par contre, c'est un gros morceau, hein, il fait pas loin de 3 heures. Donc pas forcément pour tout le monde, hein. C'est un film qui est très posé mais qui pose beaucoup d'enjeux intéressants. Et donc on vous invite vraiment à redécouvrir ce film qui est tombé complètement dans l'oubli et qui mérite clairement d'être découvert. Pour remonter encore plus loin, je vais parler aussi des Chasses du comte Zaroff, film des années 30, qui, pour un film d'aventure de l'époque, se permet un certain nombre d'effets spéciaux qui sont plutôt osés pour l'époque en termes de mise en scène de violence.
Il y a clairement, lors du naufrage, il y a un requin qui mange, il y a du sang à l'écran, avec des gens qui disparaissent sous l'eau, avec du sang, etc. C'était quand même osé pour l'époque. Il y a des séquences avec des têtes coupées, inhabituelles là aussi, c'était plutôt osé pour l'époque. Et bien sûr le récit voilà, de chasse à l'homme, avec même dans sa dimension kitsch, avec cet énorme serviteur russe qui joue le rôle de menace, en fait, de menace directe si les réfugiés s'en prenaient aux chasseurs. Avec le comte Zarov, il y a toute cette esthétique kitsch de l'énarque l'énarque prédateur au stade ultime. Et donc ce film a créé un peu cette esthétique, cette matrice de chasse à l'homme qui a beaucoup inspiré le cinéma par la suite et qui propose quand même beaucoup de détails, qui est très généreuse. Il y a les pièges dans la jungle, il y a la chasse en direct. Bon, il chasse à l'arc, mais bon, voilà, il sort très vite les armes à feu aussi, c'est quand même plus efficace. Et il y a voilà, toute cette esthétique de la chasse, en même temps avec l'isolation en même temps joué par l'isolation de l'île, puisque la chasse à l'homme a lieu sur l'île, qui crée ce côté pris au piège. Et voilà, clairement, petit classique qui offre beaucoup de choses intéressantes, qui sur sa courte durée en fait a beaucoup d'éléments d'esthétique qui sont très appréciables. Il y a à la fois du gothique, à la fois l'ambiance de la jungle dense, à la fois l'ambiance de l'île et le côté voilà, chasse à l'homme qui était quand même pas mal exploité par ce film. Donc petit classique à découvrir pour ceux qui apprécient voilà, les films en noir et blanc. Il est parlant et plutôt rythmé, donc il n'y a pas de raison a priori de lui tourner le dos. C'est clairement du cinéma qui a bien vieilli et qui mérite encore sa place de film culte et de voilà, film pionnier, tout à fait apte à être redécouvert aujourd'hui. Bon, si on reste dans l'aspect chasse à l'homme, il est évident qu'on doit parler de Battle Royale, le premier, pas le deuxième. Bon, le premier Battle Royale, film culte aujourd'hui essentiellement pour son concept, à savoir voilà, prendre la classe d'élèves, la balancer sur une île avec tout un tas d'armes et les laisser s'entretuer. Bon, Fortnite, voilà, hein, Fortnite s'inspire de ça, clairement. Battle Royale, c'est plus en fait la réussite d'un concept, je pense, que la thématique sur la brisure entre les générations, etc. Très sincèrement, la rupture entre les générations, même si le film en parle et qui pose 2-3 trucs avec le manque de respect envers des jeunes envers les enseignants, s'il pose en fait certaines ruptures et certains blocages comme ça, c'est clairement pas ça qui intéresse les spectateurs dans le film, c'est clairement la partie survival. Et au niveau de la partie survie, comme il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de stratégies différentes, et évidemment des stratégies qui sont basées aux armes qui sont récupérées. Et clairement, il y a des personnages qui sont très marquants et qui sont là justement, et c'est ça qui contribue à la survie du film dans les mémoires. Clairement, l'étudiante qui passe son temps à coucher avec les autres pour les buter pendant qu'elle est en train de les baiser, les filles dans le phare avec l'empoisonnement, une des scènes d'empoisonnement quand même les plus bizarres, les plus dérangeantes quand même dans les films qu'on ait pu voir. C'était vraiment une scène qui était dure. Il y avait l'étudiant complètement fou qui dès le début tombe sur le pistolet mitrailleur et qui aligne tout le monde et qui fait des carnages constamment. Bon. Il y a tout un tas en fait de personnages vraiment un peu over the top qui font que le récit de survie est très rythmé,
qu'il y a beaucoup d'adversité dans ce film, et c'est ça qui en faisait un récit de survie palpitant qui ont fait que le film a perduré jusqu'à aujourd'hui. Parce que bon voilà, même s'il y a un ou deux personnages qu'on essaie de nous montrer comme sympathiques, ils ont surtout pas, ils ont pas grand chose non plus, à part être tout gentils et pas pouvoir vraiment se défendre, parce que c'est vrai qu'ils ont très peu de chances de survie. À part ça, il n'y a pas grand chose pour eux. Alors que pour le reste, voilà, on est plus intéressé par la façon dont le jeu avance et surtout par la façon dont les méchants survivent. Donc voilà, Battle Royale, bon survival sur une île, voilà, avec là une atmosphère d'île plus japonaise, donc un peu plus froide, un peu plus pluvieuse. Et donc concept tout à fait sympa qui mérite d'être découvert par les gens qui n'ont pas peur de la violence, parce qu'il y a quand même pas mal de gore au fur et à mesure. C'est un film qui est interdit aux moins de 16 ans, ce n'est pas pour rien. Je vais parler vite fait des films de zombies sur des îles. Il va y en avoir 3. Le premier, ça va être L'Enfer des zombies, ou Zombie 2 de Lucio Fulci, qui est une suite non officielle du film de Romero, mais ça a essayé de surfer sur le succès du film de Romero de 78, il est sorti un an plus tard. Et Zombie 2 est un film qui est totalement différent, à savoir que ce n'est plus du tout un film sur l'aspect social des zombies, il n'y a plus du tout de politique, mais c'est vraiment un film sur le côté un peu insulaire et le côté un peu vaudou malédiction justement. Il y a une ambiance qui est très particulière d'île maudite, avec de la brume et des zombies qui sortent de la brume. Il y a toujours cet aspect un petit peu gore des zombies à base d'asticots ou des machins comme ça. Les zombies ont quelque chose de très organique dans ce film qui est particulier. Mais il y a cette ambiance en fait cocotier, brume et zombies. C'est inhabituel comme cocktail. Maintenant après, c'est pas le meilleur Fulci. Il y a des Fulci qui sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus riches en termes d'univers. Mais celui-ci propose une esthétique qui est originale et qui a le mérite en fait d'apporter un petit peu de nouveauté au genre zombie. En fait, un côté plus, un côté un peu plus gothique fumé aux zombies. Avec une ou deux scènes cultes comme le combat entre un zombie et un requin qui a eu lieu sous l'eau. Il y a des petites idées comme ça qui ont fait que le film a quelques petites propositions qui l'ont rendu sympathique et en tout cas renommé. Le film a en tout cas eu un certain succès, ce qui a permis de faire Zombie 3 qui est à cheval entre le nanar et le film sérieux, puisqu'il a été co-réalisé par Bruno Mattei et Lucio Fulci. Et surtout Zombie 4 qui est un nanar assez incroyable, où là pour le coup on saute à deux pieds dans le ridicule avec le vaudou qui prend des proportions hallucinantes, qui font n'importe quoi sur une île à base de zombies, de la survie du pauvre, enfin bon. Il y a tout un tas de trucs très idiots qui font de ce film un régal pour les amateurs de films idiots. Pour les amateurs de nanar tout simplement, mais bon, à part ça, arrêtez-vous à Zombie 2 si vous voulez juste du film italien d'horreur avec un petit côté gothique sympathique. Voilà. Autre film de zombies sérieux et intéressant, The Resort. Alors The Resort, c'est le croisement parfait entre les films de zombies un peu à la Romero et Jurassic Park. C'est une proposition complètement farfelue qu'on n'attendait pas et qui est bien tenue, qui est assez bien faite. C'est dans le concept, c'est dans un futur où il y a eu une épidémie zombie et où 1 milliard de personnes sont mortes, etc. Et où donc il y a eu beaucoup de problèmes et où on a repris le dessus globalement, mais il y a encore des zones où il ne faut pas aller parce qu'il y a des zombies, il y a des tas de zombies qui ont disparu dans la mer, qu'on ne sait pas s'ils vont surgir, etc. Mais il y a sur une île un camp un parc d'attractions qui est réalisé où on organise des safaris pour aller tuer des zombies dans des zones qui sont encore pas sécurisées.
Et voilà, on a cet aspect qui est très Jurassic Park, où voilà, on a la médiatisation de la chose, on a les gosses de riches qui arrivent pour descendre du zombie, où tout est organisé voilà, comme un camp de vacances et où le danger côtoie un peu la richesse et voilà, le Club Med. Donc c'était un film qui avait des propositions intéressantes en termes de social, suspense et d'univers. Mais c'est un film qui malheureusement s'essouffle beaucoup dans son milieu. À partir du moment en fait où les systèmes de sécurité pètent et où tout le monde se retrouve à survivre, bah, ça devient un film de survie très très basique, où on n'est pas surpris par ce qui se passe. Mais la fin relance peu à peu avec voilà, un petit côté politiquement incorrect sur gestion de l'épidémie, etc. qui relance un petit peu l'intérêt, sans pour autant en faire un film excellent. Mais le film a quelques petites propositions, en fait, surtout dans sa première moitié et dans sa toute fin, qui méritent d'être vues. Et voilà, pour un film dont on n'attendait rien, c'est pas trop mal. C'est un petit essai qui mérite d'être découvert et qui a ces petites propositions originales qui méritent le coup d'œil. Bon, et puis voilà, au niveau du dernier film de zombies dont je parlerai, c'est Zombie The Beginning. C'est pour moi le meilleur film de Bruno Mattei, plus que Virus Cannibal encore. Virus Cannibal a sa fameuse séquence culte du mec qui se déguise en faisant n'importe quoi avant de se faire bouffer par des zombies. Là, tout le film est une séquence culte. Je ne comprends pas ce qui se passe. Rien n'est logique dans ce film. Tout est mauvais du début à la fin. C'est moche. Il n'y a pas un seul moment, en fait. L'héroïne, Zézette, elle parle son temps, ah vous êtes vraiment un salaud, ou des machins comme ça. Elle passe son temps à faire ça, avec cet accent, et c'est pas possible en fait d'avoir une héroïne qui fait ça sans qu'on n'ait pas un fou rire régulièrement. Quand elle est censée avoir des prises de position, c'est pas possible. Et puis, c'est quand même le pire copier-coller de Alien de Cameron. C'est un film qui est quasiment... Il y a certains plans du film qui sont copiés au plan par plan, mais en mal fait. Et comme c'est en mal fait, on a l'impression de voir une parodie du film de Cameron, sauf que c'est un film sérieux. Et fou rire garanti, hein, je vous fais, c'est le jeu des 7 erreurs, hein, allez-y, mais regardez les deux en même temps, cherchez les différences, vous allez voir, il y a moyen de vraiment rire beaucoup. Il y a moyen de rire beaucoup. Donc, Zombie The Beginning, petit chef-d'œuvre de Bruno Mattei, voilà, chef-d'œuvre de mauvais goût et du nanar à découvrir si vous avez envie de perdre 1h30. Voilà. Mais de perdre 1h30 en riant. Je vais parler maintenant de Blood Island. C'est un film coréen qui est sorti en 2011. Qui n'a pas fait beaucoup parler de lui, sauf quand même qu'il sortait... c'était les débuts de la vague coréenne. Celle où on nous apportait quand même les films les plus violents du cinéma coréen. Voilà, J'ai rencontré le diable, The Murderer. Il y avait tout un tas en fait de films ultra violents qui arrivaient de Corée, et donc on se disait mais qu'est-ce qui se passe en Corée? Ils se réveillent, mon Dieu, ils nous font un cinéma, c'est pas possible. Et Blood Island est arrivé dans ce registre-là. C'est un film qui nous dit salaud de paysan en fait. C'est une citadine qui part voir une de ses cousines, une membre de sa famille en fait, qui est mariée sur une île. Et cette femme, c'est le paillasson de l'île. Tout le monde s'essuie les pieds dessus, c'est pas possible. En fait, il y a une... c'est aussi un petit peu une étude de société en fait, puisqu'on suit un petit peu la société qui s'est développée sur l'île, à savoir les hommes qui sont quasiment tout puissants et les vieilles femmes en fait, les ancêtres qui jouent le rôle en fait de référentes dans le village, qui prennent les décisions, qui harcèlent un peu psychologiquement et qui prennent des décisions qui ostracisent ou qui vont à l'encontre de certaines personnes. Et en fait, c'est clairement un film où pendant tout le film, pendant 1h30, on met la pression, on n'arrête pas en fait de s'en prendre plein la gueule parce qu'on souffre évidemment avec... C'est impossible de ne pas entrer en empathie avec la cousine, en fait, voilà, l'autre membre de la famille qui est là sur l'île
tellement elle en prend plein la gueule, jusqu'à ce qu'il y ait le pétage de câble et la violence coréenne. Voilà. Et la violence coréenne, à ce moment-là, là, c'est pas possible. Là, on y va, ça charcle à tous les coins de rue et ça devient presque un survival. La demi-heure devient un survival où on a envie que personne survive. Et donc, film ultra violent à la fin. Il y a beaucoup de morts et pas mal de gore. Et un drame qui est vraiment efficace, en fait, parce que c'est un drame qui fonctionne en accumulant beaucoup la rancœur. Il joue sur la première partie pour charger la mule, et puis à la fin ça se vit comme un exutoire et comme voilà une libération où enfin toute la violence accumulée on la laisse exploser. Donc c'est un drame qui est particulier, ça va pas plaire à tout le monde évidemment, comme c'est ultra violent, c'est interdit aux moins de 16 ans, c'est une évidence, mais il y a des beaux portraits de femmes dans ce film. Je vais pas dire que c'est des performances d'actrices, parce que le problème du cinéma coréen, là aussi, c'est qu'ils ont du mal à faire dans la nuance. Ils ont un jeu qui est très tranché, quoi. C'est telle émotion à tel moment et on y va à fond à chaque fois. C'est pas aussi théâtral que les Japonais, mais c'est très tranché quand même. Mais le résultat est efficace. C'est un film qui est efficace, qui fait le boulot. Et en fait, c'est clairement un film un peu comme Brimstone. C'est ultra manichéen quand tu fais le bilan. Quand on fait le bilan, là, oui, le message, il est clair, hein, il est vraiment clair. Mais il y a tellement en fait d'accumulation, il y a tellement de détails qui sont accumulés qu'on ne peut pas en vouloir au film. Le film a fait le boulot et il l'a très bien fait. Donc c'est clairement un bon drame que je recommande, une redécouverte à faire. Dans le cinéma coréen aussi, ça fait partie des films coréens qui ne m'ont pas déplu, qui ne me déplaisent pas quand je les revois. Contrairement aux films récents que je trouve un peu surestimés. Ça, c'est un film qui a plutôt vocation à bien vieillir. Donc à découvrir. Bon, on va parler aussi du polar La Isla Minima. C'est un film espagnol où deux enquêteurs, dont un qui est africoté un peu avec les franquistes, se retrouvent sur une île pour enquêter sur la disparition de jeunes filles. Et voilà, évidemment, il y a le lot de fausses pistes, il y a des indices qu'on trouve à tel ou tel endroit, on retrouve des vêtements par-ci, et donc l'enquête progresse, mais c'est une communauté qui est très refermée, etc. Esthétique qui est très espagnole pour le coup, qui a un côté très sec, voilà, qui a le côté très sec de la mise en scène espagnole, avec des moments un petit peu violents. Le film n'est pas très violent globalement, c'est vraiment plus de l'enquête qu'un film qui va proposer du lourd, mais avec quelques séquences de tension qui sont efficaces. Et surtout en fait un développement de la relation entre les deux enquêteurs, un qui est jeune et l'autre qui est vieux, un qui a une vision du franquisme qui est une vision qui est plus moderne, et l'autre qui a participé aux événements, qui était acteur durant ces événements et qui a une vision qui est beaucoup plus nuancée. Du moins, en fait, on nous le vend comme ça, parce qu'il y a une conclusion aussi qui est faite à la fin. C'est un film qui englobe un peu tout, qui englobe tout un univers. Et comme ça englobe un univers qui brode un peu sur l'histoire de l'Espagne et sur l'ambiance de l'Espagne dans certaines régions, et là ici ils prennent région des îles pour être encore plus communauté, ça a une ambiance d'enquête, de thriller sec, combiné à l'ambiance des îles un peu sèches, qui est tout à fait plaisante et qui mérite là aussi d'être découvert. C'est un bon petit thriller que je recommande, qui offre une galerie de personnages intéressantes et un cadre tout à fait plaisant en termes d'esthétique. Enfin, je vais conclure sur Shutter Island. Bon, Shutter Island, qui ne l'a pas vu, c'est un des Scorsese qui est les plus appréciés, et en termes d'ambiance,
paranoïa, de claustrophobie est forte, est vraiment très forte. Même si l'île est assez vaste et surtout que les bâtiments sont très vastes, il y a un côté très très anxiogène qui est constamment développé, que ce soit avec le personnel soignant, avec la façon dont les décors sont filmés, les éclairages très sombres, les hallucinations du personnage, surtout cette espèce de longue séquence d'introduction où on n'arrête pas de passer tous les protocoles de sécurité à chaque fois et où on se rend compte que cette île c'est plus qu'une prison, c'est incroyable, tellement c'est exigu et peu à peu on se retrouve à enquêter sur un crime qui est absurde, qu'on voit direct que c'est absurde, que ça colle pas, que ça ne fonctionne pas. Et plus ça avance, plus en fait on a de pistes qui s'éparpillent et où avec le personnage principal on perd tous nos repères. Et avoir en fait cette ambiance de perte de toutes les références pendant qu'on est en train de pendant qu'on est dans cette île prisonnier et où on se rend compte que c'est impossible de s'en échapper, même s'il y a quelques petits mystères comme celui des grottes qui vont peu à peu être résolus au fur et à mesure du film. Quoi qu'on pense en fait, quoi qu'on pense du scénario, quoi qu'on pense en fait de l'esthétique qui mixe en fait, qui utilise l'esthétique un peu qui va chercher un peu du côté nazi pour chercher un côté plus malsain dans le médical, dans l'aspect psychiatrique, qui le mixe à lui-même et qui en fait finalement s'amuse à accumuler les nazis avec le personnel médical américain, qui s'amuse en fait à transposer tout. C'est presque un film qui utilise, je vais dire, le complotisme. C'est un film de complotisme, mais un film de complotisme bien fait, où on sent toute l'ampleur de la mise en scène et toute la perte de repères, quoi. Et c'était vraiment très bien fait, un très bon boulot de Martin Scorsese qui, avec ce film, a marqué un grand coup. Et ça a été le film un peu de la résurrection de Leonardo DiCaprio, parce que évidemment Leonardo DiCaprio sortait déjà de Gangs of New York, de The Aviator. C'était pas sa première collaboration avec Scorsese, mais ça a été la collaboration qui a vraiment marqué un grand essor pour la carrière de Leonardo DiCaprio. Puis bon, après voilà, il y a eu Django, il y a eu le Loup de Wall Street, il y a eu tous ces grands rôles qui ont fait maintenant sa carrure et qui font qu'aujourd'hui Leonardo DiCaprio est maintenant reconnu comme un des acteurs les plus talentueux de notre époque. Donc très bon thriller à découvrir pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Excellente ambiance d'île, très inhospitalière, avec en plus cette ambiance de tempête qui arrive. Donc c'est une île en pleine tempête, c'est très bonne ambiance qu'on vous invite vraiment à voir et à apprécier, car c'est clairement du très bon boulot. Bon, je pourrais aussi mentionner beaucoup de jeux vidéo qui se passent dans le domaine des îles. Il y en a juste trop pour tous les citer, que ce soit la nouvelle saga des Tomb Raider par exemple, avec le Tomb Raider là, des années 2010 qui se passait sur une île gigantesque qu'on passait notre temps à explorer, que ce soit Stranded Deep qui joue le rôle de la survie et du crafting en circulant d'île en île, que ce soit un petit jeu comme The Survivalist, que ce soit Subnautica que j'ai déjà cité, où il y a une île sur laquelle justement on peut récupérer des ressources, que ce soit un jeu aussi comme The Forest qui est plus survie horreur, avec des ennemis qui vous attaquent régulièrement et qu'il faut repousser, avec en même temps la construction avec la construction du camp et des ressources pour survivre. Il y a énormément de jeux qui se basent sur le concept des îles, et là encore une fois il suffit juste de trouver celui qui vous plaît pour apprécier les ambiances qui sont proposées. Et voilà. On pourrait partir aussi sur Assassin's Creed, Black Sail, enfin on pourrait partir sur Assassin's Creed. C'est lequel? Assassin's Creed Pirate. Ah putain, ça capte pas. Vous pouvez même partir aussi sur Assassin's Creed Pirate dès que en fait vous avez envie d'une ambiance d'île.
Vous avez juste qu'à choisir le mode de jeu et à partir dans différentes directions. Il y en a énormément et tous méritent d'être découverts pour l'expérience de jeu qu'ils vont proposer. Tout dépend en fait du gameplay que vous voulez et de l'ambiance que vous recherchez. Mais voilà, je parle de ceux auxquels j'ai joué. Tomb Raider offrait une expérience qui était plutôt sympathique avec et de l'exploration et des ennemis. Une formule qui était à cheval entre Far Cry et les anciens Tomb Raider, justement avec des passages et des énigmes pour pouvoir trouver des trésors et accéder à certaines zones. Donc c'était clairement un très bon jeu à découvrir et la suite était très bien aussi, mais elle quitte le concept des îles pour partir au travers du monde. En termes d'ambiance de jeu, j'aimerais quand même reparler d'une petite saga de jeux, de vieux jeux dont on parle peu aujourd'hui mais qui ont un côté culte, c'est les Forbidden Siren. Ce sont deux jeux qui ont en fait une particularité en termes de concept d'horreur. Ce sont à chaque fois des différents personnages qui reviennent sur une île abandonnée pour mener une enquête, chercher une personne, pour différentes raisons. Et sur cette île, il y a des espèces de créatures, en fait, on dirait, c'est à cheval entre le fantôme et le mort-vivant. Il y a des personnages qui sont là, qui sont dans l'île et qu'on ne peut pas vraiment tuer. En tout cas, c'est très dur de les tuer. Il y a peu de munitions, il y a peu d'armes dans ce jeu. Et régulièrement, pendant qu'on jouait, il y avait le point de vue justement des méchants qui montrait qu'ils se rapprochaient à chaque fois petit à petit de l'endroit où on évoluait en tant que joueur. Et c'est extrêmement oppressant d'avoir toutes les 5-6 minutes le point de vue subjectif d'un méchant qui vient vers vous. Et quand on est en plus dans des zones où il y en avait pas mal et où d'un coup là on commence à voir qu'ils sont en train de nous voir, mais que le jeu n'est pas en train de s'arrêter et que le jeu continue pendant que vous êtes là en train d'essayer de jouer, c'était perturbant. C'était perturbant. Et donc il y avait une ambiance très particulière d'île fantôme. Justement, il y avait une vraie ambiance d'île fantôme qui mérite d'être redécouvert. Et le jeu a une petite réputation culte aujourd'hui. En tout cas, il est très apprécié par les rétro gamers qui aiment les jeux d'ambiance. C'est clairement, voilà, pas un ancêtre, mais on va dire un cousin de Silent Hill. Et il y a eu un film qui est sorti dessus, film que je n'ai pas vu, qui a très mauvaise réputation, donc je ne sais pas si c'est utile de le voir. Peut-être pour se donner une idée de l'ambiance, mais ça a l'air très télévisuel, c'est ça le souci. Mais en ce qui concerne le jeu, Forbidden Siren est un nom de jeu à se remémorer, car il proposait une ambiance particulière, voilà, avec une île japonaise abandonnée, avec son côté île fantôme, île abandonnée. Un jeu intéressant qu'on peut ressortir éventuellement si vous appréciez le rétro gaming. Il y a ROM Station, qui est une plateforme d'émulateur qui propose tout un tas de vieux jeux en cartouche. En fait, tout un tas de vieux jeux qui n'ont pas bénéficié encore de remasterisation et qui offre vraiment beaucoup de choses intéressantes. Il y a tous les vieux Sonic, toutes les vieilles cartouches de Master System, tous les vieux jeux de Nintendo 64. Il y a un tas de références, des milliers et des milliers de jeux qui ont été numérisés. C'est des jeux qui, pour les plus vieux, c'est des jeux qui pèsent pas plus de 5 mégas, qui pèsent même moins de 5 mégas et qui offrent les vieilles expériences de jeu avec des émulateurs qui fonctionnent très bien. Et les Forbidden Siren sont dessus. Ils ne sont pas en français, mais on peut découvrir comme ça des vieux jeux. C'est un très bon moyen pour faire des découvertes à peu de frais parce que l'inscription est gratuite. On peut s'inscrire à ROM Station gratuitement et on a accès à ce moment-là aux jeux. On ne peut pas les télécharger comme on veut. Là, effectivement, c'est la petite contribution à apporter si on a envie de pouvoir jouir de ROM Station totalement. Mais clairement, c'est un
c'est une plateforme gratuite qui offre un accès aux vieux jeux. Et il n'y a pas besoin d'un PC de malade pour faire tourner ça. Donc pour tous les gens qui ne peuvent pas faire du jeu vidéo par contrainte matérielle, essayez RomStation. C'est une bonne alternative puisque les jeux ne pèsent pas lourd et n'ont pas besoin de beaucoup de mémoire pour tourner. Ils n'ont pas besoin d'un gros processeur pour tourner. Et vous pourrez sûrement trouver des choses qui vous parlent ou que vous avez côtoyé durant votre enfance. Tous les Metroid, tous les jeux de Game Boy sont dessus aussi. Donc essayez, jetez-y un œil, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande et qui mérite le détour. Je ne veux pas vraiment m'aventurer dans les livres parce que je ne suis pas un assez gros lecteur pour pouvoir défendre ces œuvres-là avec le sérieux qu'il faudrait. Tous les Jules Verne sont adaptés des livres, donc essayez aussi de lire Jules Verne. Ça a un peu vieilli, mais ça a aussi plus de détails et ça a certains côtés. Le côté aventure à l'ancienne, si on aime Tolkien par exemple, c'est vraiment pour son style. Et style très particulier qui est très posé, qui est axé sur l'univers. Donc, je ne parlerai pas des livres. Je peux vous parler éventuellement de certaines bandes dessinées. Pour être un petit peu original, je vous citerai Bikini Atoll, qui est un comic book qui a été scénarisé par Christophe Beck, qui est un auteur de BD français, qui est un scénariste de BD français que je suis beaucoup. Et c'est un survival où un groupe de touristes arrive avec un guide sur un des atolls qui ont servi pour les essais atomiques français. Et donc du coup c'est île paradisiaque mais qui a été complètement abandonnée à cause des radiations, etc. Mais est-ce qu'il a été totalement abandonné? Et si et ça, bon, il y a un côté totalement la colline à des yeux dans ce comic book. La colline à des yeux, mais avec des détails, avec beaucoup en fait de plages, avec beaucoup de plages paradisiaques, même si en fait il y a les radiations, parce qu'en plus il y a la ville fantôme également. Et voilà, il y a un antagoniste particulièrement impressionnant. Il y a un requin mutant. Il y a en fait, il y a pas assez d'animaux mutants pour que ce soit vraiment sympa et qu'on sente que ce soit exploité. Mais il y a quelques animaux mutants. Donc on vous invite à y jeter un petit coup d'œil. C'est plaisant, c'est un récit de survie, c'est gore, hein, c'est très violent. Ça en fait un récit de survie qui est plutôt palpitant. On se doute que ça ferait un bon film. C'est clairement un récit pulp, un comique d'horreur qui est à 100% dans le divertissement et qui est très plaisant de ce point de vue-là, qui est bien dosé et qui donne en fait ce qu'on a envie de voir. Et c'est une œuvre généreuse pour ça que je vous recommande. Un peu difficile à trouver, mais c'était une œuvre qui mérite quand même d'être découverte et je fais partager. J'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, j'espère que vous avez fait des découvertes intéressantes dans tous les titres que j'ai cités et que vous pourrez éventuellement faire des retours ou me donner aussi des références que vous avez et que je pourrais éventuellement inclure par la suite. On va continuer encore un petit peu dans les vidéos d'ambiance. J'en ai plusieurs qui sont en préparation. J'ai des petites, éventuellement des petites collaborations qui pourront se faire par la suite. On va voir. Encore une fois, je viens de terminer mon projet cinéma. Du coup, ça sera plus léger par la suite. Je serai un peu plus libre de faire plus d'émissions sur la chaîne. Et aussi de proposer un petit peu d'autres choses. On verra comment ça se passe. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que ces œuvres pourront vous donner un petit peu l'aspect isolement, retour à soi et aux racines que j'avais envie un petit peu de mettre en avant avec cette vidéo. D'ici là, bon courage pour le Covid et à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles suggestions. Au revoir.
L'océan, l'essence, retourner à l'essentiel, ton bras vers la mer, le nombril de l'océan, une île, retrouver l'essentiel, trouver l'essence, des forages dans la peau, je pense à toi qui retourne à l'essentiel, et je crache des noyaux sur la terre où je marche pieds nus. Et je m'invente des comportements, comme on répète un rôle trop grand pour soi, les mêmes gestes, les mêmes mots qui se reproduisent. Mais cette fois j'essaye de casser la branche, je provoque, j'improvise. Ce ne sont que des symboles sans importance, qui gagnent toujours. Le nombril de la mer, une île. Restera de cette journée, de cette semaine, des années après, une île. Et encore cette envie de voir la mer quand on est amoureux, une île. Tu anticipes les phrases et ta bouche répète. Tu t'entends dire ce que tu as bien répété. Tu t'écoutes parler. Ce cimetière d'amour sur mes épaules et la force improbable de continuer. Le nombril de la mer, une île. L'œil de mon corps, la preuve que je suis né. Et qu'est-ce qui restera de cette journée, de cette semaine, de nos années passées, une île, un souvenir, une phrase, une image, ton bras qui m'entoure, l'enfance où je reviens toujours m'échouer, une île. Et qu'est-ce qui restera de cette journée, de cette semaine, des années après, une île? Une phrase, un parfum que je veux garder sur ma manche, l'odeur d'un café, une chanson, une séparation. Qu'est-ce qui restera de cette journée?